Existant depuis le début de la création humaine et malgré toutes nos connaissances et toutes les informations circulant sur des ouvrages de professionnels ou sur la toile, elle continue de faire chaque jour de nouvelles victimes. On lui a donné pour nom la manipulation. Terme qui de nos jours est repris dans tous les sens pour tout et n'importe quoi et qui à cause de ça lui permet d'être encore plus dévastatrice. Il existe différentes formes de manipulation, ou du moins plusieurs définitions selon le contexte dans lequel elle est mise en œuvre. Dans l'éducation par exemple, si elle est utilisée d'une manière saine, la manipulation peut participer à l'évolution d'un enfant vers une construction solide. Car au lieu d'utiliser l'interdiction, qui dans la plupart des cas habitue un enfant à obéir bêtement sans prendre conscience de pourquoi il ne doit pas faire ceci ou cela, on peut donc lui laisser le libre arbitre, en lui exposant d'abord les dangers et en terminant par le fait qu'il prenne sa décision seul, mais en connaissance de cause, tout en veillant bien sûr qu'il se dirige vers la bonne décision. Cette manipulation bienveillante lui permet de réfléchir, de peser le pour et le contre, et surtout de développer son sens des responsabilités. Mais comme toute chose, la manipulation a son extrême, et elle ne déroge pas à la règle, avec un usage diaboliquement malsain, basé uniquement sur l'utilisation de l'autre à des fins purement personnelles. Ici, nous allons nous intéresser aux manipulateurs de type pervers. Les pervers narcissiques, comme on les appelle aujourd'hui. Terminologie qui pour moi reste très discutable, mais bon, là n'est pas le débat. Qui sont ces manipulateurs? Comment choisissent-ils leur proie? Quel est leur mécanisme? Pourquoi tombez-vous systématiquement sur ce genre de personnes? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Qui sont ces manipulateurs? Au premier abord, ce sont des personnes très appréciées en société. Toujours souriants, trop souriants même. Souvent d'accord avec vous. Trop souvent d'accord avec vous, qui comme par hasard ont vécu les mêmes choses ou aiment les mêmes choses que vous. Bref, trop parfait en apparence. Mais ne dit-on pas que la perfection n'existe pas? Car là, nous venons de faire le tour de la forme, mais voyons maintenant le fond. Et il est, comment dire, noir, très noir. Ils ne ressentent rien, vidés de toute émotion, le plus souvent lié à un très gros traumatisme à l'enfance. Et ce qui découle de ça n'est autre que l'absence totale de personnalité. Ils se retrouvent donc, pour la plupart, dès l'adolescence en mode survie, où ils doivent mimer les émotions primaires, telles que la peur, la joie, la tristesse ou encore la colère. Ils développent donc au fil des années un véritable talent d'acteur studio, et arrivent donc très facilement à s'adapter aux différentes personnalités. Tout d'abord en les scannant, pour avoir le plus d'informations possible, pour s'adapter et savoir quel personnage ils doivent interpréter. Le plus souvent, ils en font trop. Quand il sourit, c'est exagéré. Quand il s'énerve, c'est théâtral. Quand il souffre, c'est digne d'une pièce de Shakespeare. Car ce n'est que du mime. Rien n'est fait par spontanéité, car ils sont totalement dépourvus de spontanéité. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils arrivent à passer d'un état de colère extrême à un état limite léthargique. D'ailleurs, beaucoup de leurs victimes ont pu constater le vide intersidéral se trouvant dans leurs yeux. Ils ne ressentent que de la haine. Pour eux, les êtres humains sont de vulgaires objets qui ont de la valeur que s'ils en ont besoin, et qu'ils rangent dans un tiroir pour les ressortir une autre fois en cas d'utilité. Ils ne savent pas se remettre en question, ils ont un ego surdimensionné, ils n'ont aucune conscience. Et dans le fond, ils le savent qu'ils sont vides de l'intérieur et sont prêts à tout pour ne pas l'entrevoir, car c'est bien ça qui les détruirait. Et le fait d'avoir une emprise sur leur proie leur permet de rejeter tous leurs défauts sur elle afin de pouvoir se déresponsabiliser de leur attitude toxique. C'est comme s'ils avaient un miroir devant eux et que tellement ils ne supportent pas leur image, ils font en sorte de trouver un autre reflet à mettre à la place du leur afin de pouvoir se regarder sans avoir à se soucier de leurs défauts, car ces défauts n'appartiennent qu'à leur reflet qui n'est autre que leur victime. Et c'est ça le véritable côté pervers de ces individus. Mais comment arrive-t-il à mettre l'autre sous emprise en les rendant totalement dépendantes? Eh bien, il y a deux raisons principales. La première est que ton cerveau fonctionne certainement avec un modèle d'arborescence dans lequel tous les fichiers sont rangés dans les bons dossiers où tout est clair et limpide. Donc, si un individu vient mettre des fichiers très flous avec plein de contradictions et d'incohérences, tu ne sauras pas ranger ces fichiers dans les bons dossiers. Car c'est pas clair. Donc tu vas te mettre à réfléchir, beaucoup réfléchir, à trouver des liens entre les incohérences, à chercher à comprendre. Et ça, pour le manipulateur ou la manipulatrice, c'est un peu comme la carotte qui fait avancer l'âne. Deuxièmement, grâce à leur capacité à s'adapter aux autres et à les scanner. Ils savent exactement comment se comporter avec toi.
et connaissent précisément ce que sont tes attentes. Et une fois qu'ils ont tout ça, ils n'ont qu'à enfiler le costume et se mettre dans la peau du personnage. Mais pour que ce jeu de perversion dure le plus longtemps possible, il ne leur faut pas n'importe quelle proie, une personne empathique, avec des valeurs et des principes, et un sens aigu de l'engagement et de la loyauté. Car une personne qui n'a pas ces caractéristiques ne supporterait pas un dixième de ce que leurs victimes ont eu à supporter. Ces victimes qui ont un point commun avec leur bourreau, qui pourrait certainement être la peur de l'abandon. Cette faille émotionnelle qui ouvre une brèche que l'on appelle plus communément la dépendance affective. Et au final, pour la proie, ce n'est qu'une question de formatage lié à l'enfance et de leur compréhension du mot aimer. Car notre cœur décode la manière d'aimer en premier lieu avec nos parents. Donc s'ils nous ont choyés, protégés, valorisés avec de belles valeurs, nous avons une belle base pour pouvoir aimer une personne de manière saine à l'âge adulte. A l'inverse, si nos ou un de nos parents nous a habitués à la dévalorisation, donc de devoir remuer ciel et terre pour pouvoir espérer un peu de considération, eh bien, c'est inconsciemment ce que nous allons chercher à l'âge adulte, à savoir cette sensation au cœur quand nous devions prouver pour recevoir de l'amour étant enfant. Et cela se traduit donc par la dépendance affective. Et pour actionner cette dépendance qui est perçue par nous-mêmes comme de l'amour, il faut donc se reconfronter au même mécanisme que certains ont pu connaître étant jeunes. Un mécanisme que l'on peut comparer à un jeu de marionnettiste, tirant sur 4 ficelles permettant de manipuler autrui, à savoir la séduction, la victimisation, la culpabilisation et l'intimidation. Et quand cette 4e ficelle est tirée, ce marionnettiste recommence en relançant la première ficelle et ainsi de suite pour ne jamais s'arrêter. Ce que l'on peut appeler une spirale infernale. Si tu es manipulé, apprends à écouter ta petite voix qui te dit dès le départ que quelque chose ne va pas. Demande-toi pourquoi tu te détériores de jour en jour alors que tu es censé aimer et être aimé. Et que tu sais très bien que l'amour n'est pas brutal, que ça ne fait pas mal, que ce n'est pas malsain. Mais au contraire que c'est beau, que c'est doux et surtout que c'est pur. Fais un point sur la personne que tu étais avant de connaître cet individu et compare-la avec celle que tu es aujourd'hui. Dis-toi que ce qu'il te dit n'est que pour te dévaloriser et pour tenter de te persuader que tu n'es rien sans cette personne. Coupe le temps et essaie de comprendre que ce que tu ressens n'est pas de l'amour, mais juste une illusion qui a été mise dans un dossier de ton cerveau créé par ton bourreau. Ta boule au ventre et ton mal-être témoignent constamment de cela. Reformate ton cerveau. N'aie pas peur de le ou la quitter. Cette fuite n'est pas de l'ordre de la lâcheté ou de la trahison, mais une preuve d'amour que tu te fais à toi-même. Tout ce que tu risques de perdre, c'est ce sentiment de mal-être extrême que tu vis chaque jour. Et cette perte quotidienne de ta personnalité qui sera réduite à néant si tu ne t'auto-électrochoques pas au plus vite. N'aie pas peur de souffrir en partant. Tu souffres déjà. Et de toute façon, tu ne peux pas souffrir plus que dans ta situation actuelle. N'aie pas peur de ces menaces, ce n'est que la ficelle de l'intimidation. N'aie pas pitié de cette personne, ce n'est que celle de la culpabilisation. Et surtout, ne donne aucune importance à ces pseudo-mots d'amour. Car souviens-toi, cette ficelle est celle de la séduction. Un poète répondant au nom de Pierre Reverdy a dit un jour « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Les mots ne valent rien sans les actes. » Surtout s'ils ne sont accompagnés que de ta vision utopique du prince charmant ou de la femme idéale, se transformant en crapaud une fois l'emprise installée. Considère-toi à ta juste valeur, car tu es une belle personne. Et tu verras qu'une fois ce pas franchi, ce n'est pas contre lui ou elle que tu seras en colère, mais bien contre toi-même. Car au fond, tu sais ce que tu mérites, et tu sais très bien que cette personne ne te mérite pas. Et tu verras que si tu passes le cap, tu colmateras cette faille affective et tu permettras à ton cœur de redéfinir le mot amour. Et par la même occasion de vivre tes futures relations de manière plus sereine. Et surtout, de enfin te retrouver avec toi-même. Puise cette force en toi. Et n'oublie pas, c'est quand on n'a rien à perdre qu'on a tout à gagner. À méditer.